Donc on m'a demandé de parler un peu des comas traumatiques, je pense que le micro qui marche c'est celui-ci, et d'IRM fonctionnel de repos. Donc pourquoi? Est-ce que nous avons besoin, dans le contexte du coma traumatique, en fait, et où ce qu'on appelle trouble de la conscience, pour le geek dans les domaines, on dit DOC aigu, hein, pour Disorder of Consciousness, est-ce que pour tous ces patients-là, est-ce que nous avons besoin d'autre chose où la clinique, l'électrophysiologie, le scanner nous permettent déjà de trancher? Mais la réponse, c'est non, en fait. Hein. Il y a beaucoup de littérature, j'ai souligné juste un éditorial qui est là, qui souligne encore une fois à quel point nous sommes démunis autant en chronique qu'à la phase aiguë. Le pronostic est difficile, hein, même s'il y a une littérature qui est là, il y a eu des grands efforts, en fait, et la prise en charge de la phase aiguë n'a pas changé. Et dans ce domaine en particulier, il y a eu, on va dire, sur les 10 dernières années, 10 études contre placebo. On parlait, lui plus facile, il parlait tout à l'heure de tester des médicaments, de tester des choses. En fait, il y a des choses qui ont été testées dans la traumatologie crânienne de la phase aiguë, des anti-inflammatoires, des médicaments, X, Y, et en fait, à la fin, pas de résultats. Et un des éléments, c'est de se dire, mais probablement, on est en train d'appliquer la même taille pour tout le monde et de dire qu'effectivement, ce qui est pour un réanimateur en Glasgow bas, avec un trauma X au scanner, mais ce n'est pas la même chose, en fait. Et là, c'est tout, je pense, le focus, en fait, de ma présentation, de se dire, est-ce que l'IRM fonctionnel peut, en 2018, apporter quelque chose? Donc, j'ai droit à 2 diapositives pour vous expliquer c'est quoi ces 3 lettres là-haut. On l'a évoqué, notre collègue Jean-Jacques Lemaire l'a évoqué ce matin en disant DMN. Donc, on a passé DMN comme ça. Moi, j'ai droit à 2 diapositives pour vous résumer, on va dire, une vingtaine d'années de recherche. Pour moi, c'est une des découvertes les plus intéressantes dans les neurosciences modernes, en fait, hein, vraiment autour de l'imagerie. C'est quoi ces DMN? Ça veut dire réseau cérébral par défaut. Ça veut dire que le cerveau au repos, il travaille, et il travaille beaucoup, en fait. Vous le savez, hein, on l'apprend dans nos études de médecine et c'est vulgarisé, le cerveau il est petit, 2% du poids du corps, il consomme beaucoup d'énergie, 20% quand on ne fait rien. Donc pendant très longtemps, moi je l'ai appris au début à la fac, on m'avait dit, ça c'est pour tenir les structures, hein, c'est vachement important, ça tient les structures. En fait, depuis ces papiers de Guzner et Reichel, on s'est rendu compte qu'en fait, le cerveau il consomme de l'énergie, il y a un fonctionnement qui est là, il y a un réseau intrinsèque qui travaille qu'on appelle le DMN, et ça a une utilité. Et c'est surtout très, 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 très organisé, en fait. Donc, j'ai un pointeur ici. Je vous incite, ça, c'est des coupes un petit peu médianes, comme ça, dans le cerveau. Et donc, c'est quelque chose qui est structuré, c'est-à-dire quand nous ne sommes pas en train d'écouter quelqu'un, de réfléchir, d'engager notre attention à quelque chose, le cerveau, il est déjà en train de se structurer, il fait ça en permanence. Et ça, c'est potentiellement important pour la conscience. Pourquoi? Il y a des années, on va dire 10 ans de littérature pour montrer que, moi, je suis aussi anesthésiste, les seules régions du cerveau qui sont liées de façon linéaire, dont leur activité est liée à la quantité circulante de l'agent anesthésique, c'est cette région ici postérieure, hein, qu'on appelle le pariétal postérieur, ça on le sait depuis les années 90. Et quand on s'intéresse à notre modèle de conscience qui est le sommeil, hein, on va s'endormir tous ces soirs, et donc les régions du sommeil profond, en fait, qui modifient leur activité, c'est ces régions-là. Donc effectivement, depuis les équipes, les travaux pionniers de l'oreille à Liège, dont vous avez sûrement entendu parler, l'hypothèse est là de se dire le DMN et la conscience. Donc, est-ce que dans le contexte du coma traumatique, il y a des données pour dire donc ces réseaux au repos qu'on mesure en IRM fonctionnel? Je précise au passage qu'il n'y a pas d'injection des traceurs. Hein, IRM fonctionnel au repos, c'est juste les modifications, le signal bien des changements d'oxygénation de l'hémoglobine. Donc il n'y a pas de perfusion, mais on estime l'activité du cerveau avec ça. Donc il y a un papier américain qui a été publié en 2012, le papier de Norton, où ils ont pris des patients après arrêt cardiaque dans le coma, et ils ont fait 2 groupes de 10 patients. Ils ont dit, ceux qui récupèrent pas, ils ont dit, on trouve le DMN dans ceux qui récupèrent et les autres, ils l'ont pas. Donc, un peu simpliste, intéressant, mais nous, en fait, dans notre cohorte, nous n'avons pas trouvé ça, en fait. En fait, nous avons du DMN chez tous les patients. Donc, on s'était dit, il faut aller un petit peu plus loin, probablement, et ça, c'est une réflexion qui mène aussi l'équipe de Lionel Nakache ici à Paris, c'est dire qu'il y a au moins une partie du DMN ou une activité fonctionnelle qui est liée à les structures, il y a partie de là, il y a plein de modifications. Hein, on parlait, je cite lui qui citait Lionel, donc je les cite aussi pour dire qu'effectivement, cette conscience, c'est une conversation, donc ça, c'est des mesures d'échange, hein, des communications neuronales. Donc, nous, on s'était dit, bon, en fait, c'est pas binaire, donc il faut aller plus loin. Regardons, en fait, les structures clés, en fait. On parle d'échange d'informations, imaginons qu'on parle ici d'autoroute, en fait. Là, on s'était dit, c'est difficile, et c'est vraiment des questions computationnelles. On a envie de faire tous les cerveaux, comme arrive à faire lui, puis passer autour de l'imagerie anatomique. Là, au niveau computationnel, on s'était dit,
comme on ne peut pas regarder toutes les autoroutes et compter les voitures partout, on va commencer à se concentrer par les péages et les carrefours. Donc là, c'est des gros péages et des carrefours, hein, comme vous l'avez vu dans mes diapositives tout à l'heure, pariétal, postérieur et frontal. Donc on a mesuré au repos, chez des patients dans les comas, une trentaine de patients, moitié anoxiques, moitié traumatiques, on a mesuré juste cette communication au repos entre les deux structures. Donc vous l'avez ici chez les contrôles, PCC pour singulaire postérieur et pour le médian frontal, il est ici. Et vous avez un autre couleur, en fait, donc les résultats de cette connexion, ou les valeurs de cette connexion ici, par rapport à leur état clinique de 3 mois après. Donc je ne vous ai pas mis, mais il y a une corrélation linéaire. Donc c'est une étude qui nous a semblé prometteuse et qui nous incite en fait à continuer dans cette piste. Je résume en fait ma partie ici. Donc peut-être effectivement ces réseaux intrinsèques est pertinent comme biomarqueur aussi de la conscience dans ces contextes. Mais là c'est une étude exploratoire autour des régions. Est-ce qu'on peut faire plus compliqué? Juste une diapositive, je sais que je ne suis pas dans un congrès de neurosciences, mais c'est pour vous dire qu'on peut valider aussi avec d'autres techniques. Là, on est allé pas uniquement au niveau des régions, mais au niveau de chaque petit voxel dans ces régions-là. Et nous avons confirmé, c'est présenté en bleu, vous avez quelqu'un qui récupère un état de conscience minimal et un végétatif en bas, des déconnexions qui sont plus importantes chez ceux qui ne récupèrent pas. Mais pour souligner à quel point c'est, et je tiens à le dire, c'est des voies d'exploration, ce n'est pas encore applicable dans notre pratique tous les jours, il y a aussi des hyperconnexions autour. Donc ça, c'est un domaine un petit peu nouveau dans ce qu'on appelle la connectivité cérébrale fonctionnelle. Ce n'est pas juste je perds des connexions, mais il y a de la plasticité qui s'est fait là. Et donc là, il y a des choses qui augmentent. Et dans ces régions-là, plus on était hyperconnecté, moins on avait un bon pronostic. Maintenant, on a envie de faire cerveau entier. Hein, parce que c'est vrai que là, on part sur des hypothèses a priori. Je veux aller dans des régions, je vous ai dit, les péages et les carrefours. Là, on voudrait regarder toute l'autoroute. Et là, un médecin comme moi a dû se tourner depuis plusieurs années. Ça a été, et c'est toujours une superbe expérience vers des gens qui font des maths. Donc là, c'est Sophie Achard à Grenoble, mathématiques, et Ed Bullmore à Cambridge. Donc l'idée, c'est d'appliquer des théories de l'information. On appelle ça la théorie des graphes. Hein. Tout simplement pour essayer de vous expliquer un peu l'approche. Si je regarde ici dans la salle, je sais que j'ai quelques amis, hein, je ne connais pas tout le monde, qui sont là. J'ai d'autres amis qui ne sont pas dans cette salle, d'autres qui sont même très très loin dans notre pays. Mais tout simplement, est-ce que c'est important pour moi, pour me décrire et décrire mes amis, hein, ma communauté d'amis, est-ce que c'est important de savoir où ils sont à chaque moment? Peut-être que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de compter combien j'en ai. Est-ce que j'ai des petits groupes? Donc c'est ce qu'on appelle la théorie des graphes, c'est-à-dire je ne fais pas de la topographie uniquement, je fais de la topologie. Voilà. Donc là, c'est présenté avec des noms. Donc on peut faire ça. Et donc on a pris tous les voxels du cerveau en fonctionnel. Donc c'est un papier qui était soumis la semaine dernière donc par Brigitta Malagoursk, qui était mon étudiante une de mes étudiantes en thèse des sciences. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est encore une fois, c'est du signal IRM. Peut-être ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas d'injection de produits de contraste. C'est les IRM que nous avons dans nos hôpitaux, hein, les mêmes qui permettent de faire l'AFA, l'AMD et les structures. Donc on prend toutes ces données-là, on va faire des matrices et on va rentrer tout ça dans un système mathématique qui nous permet de quantifier. Parce que c'est ça mon besoin, hein, c'est ma diapo numéro 2 en tant que soignant, et c'est le vôtre aussi, c'est que je sais bien, moi j'utilise l'échelle de Glasgow, l'échelle Ford, j'utilise le CRS, mais il nous faut d'autres choses, il faut qu'on aille vers une médecine personnalisée, on puisse mesurer plus de choses. Et là c'est intéressant. Je passe sur le détail, mais c'est pour dire, je tiens à souligner que les contrôles, c'est en noir. Il y a des mesures des graphes ici que je ne vais pas détailler, mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de dire qu'il y a quand même quelques patients pour lesquels c'est vraiment, vraiment, vraiment détruit. Mais je tiens à dire, tous ces patients-là, ils sont un mauvais pronostic, c'est une petite cohorte, mais on reste prudent. C'est-à-dire que je ne sais pas si à 1 an, l'évaluation pour nous, c'est à 3 mois, ils ont évolué ou pas. Peut-être la fonction, elle a disparu, mais peut-être il faut, deuxième appel à la mesure, appel aux collaborations et appel, et c'est pour ça que je suis vraiment content d'être ici, à des études longitudinaux. Hein. C'est pas, regardons les patients très tôt, parce qu'il y a des décisions, et beaucoup de décisions sont prises, des limitations et des soins, et on doit les prendre en réanimation aussi, mais il faut qu'on arrive pour vraiment avoir les meilleurs, être plus sûr de ces décisions, il faut qu'on arrive à travailler ensemble et le faire en longitudinal. Je passe sur le détail, mais en fait, pour ceux qui ne sont pas complètement détruits, il y a toute une réorganisation au niveau des structures. On retrouve nos régions un petit peu, nos carrefours et nos péages, qui s'appellent le PCC, les singulaires postérieurs. Ça, c'est 3 diapositives qui ne sont pas publiées encore, et ça rejoint en fait la question et les échanges qui ont eu lieu juste avant que je prenne le micro
par ma modératrice, est-ce qu'on peut faire ensemble, en fait? Est-ce qu'il faut faire uniquement du fonctionnel? Est-ce qu'il faut faire uniquement de structurel? Regardez, encore une fois, pour des raisons computationnelles, nous avons testé, donc on regarde nos péages, nos carrefours, donc deux régions importantes du DMN, dont je vous ai dit il y a 15 ans de littérature pour dire que ça, quand même, c'est des régions candidates pour la conscience, donc du postérieur ici, du frontal ici. Donc, la connectivité fonctionnelle entre ces deux-là, mais pas comme un ensemble, mais au niveau de toutes leurs structures, parce qu'il y a des sous-régions. Nous avons coupé ça en 5 et ça en 11, en fait. C'est des atlas fonctionnels qui sont justifiés. Donc, connexion fonctionnelle. On a regardé la substance blanche, c'est ce qui fait l'équipe de la Pitié avec le professeur PUAC. Donc, l'AFA, l'AMD, les autres mesures ici, au niveau du cingulum, donc qui les connecte. Et donc, substance blanche. Et troisième volet, on a regardé aussi la micro-architecture de la substance grise, en fait, ce qu'on appelle la diffusivité du gris, au niveau de ces deux structures. Et là, on s'était dit, on va être fair play, on va regarder l'ensemble. Et là, qui c'est qui va nous permettre de dire qui est commun, qui n'est pas commun, qui est traumatique ou anoxique? C'est 50 patients, moitié trauma, moitié anoxique. Le devenir, c'est toujours à 3 mois. Et qui c'est qui va nous permettre de prédire? Donc, pour faire ça, là, pareil, il a fallu qu'on aille discuter, échanger avec les collègues qui font des maths et qui font de l'intelligence artificielle, parce que ça fait imaginer beaucoup de comparaisons, en fait. Le fonctionnel, les structures, substance blanche, substance grise, à chaque fois, ça fait beaucoup. Donc, du coup, on se retrouve avec des choses comme ça. Donc, ça, c'est juste pour faire diagnostic contre les communs. On pourrait échanger après si vous le souhaitez, mais ce qui me tient à cœur, c'est de dire, déjà, on arrive à bien différencier ici. Les contrôles, c'est en rouge, les patients, c'est en bleu. Donc, il y a des AUC qui sont supérieurs à 98. Donc, on sépare très bien. En fait, les classificateurs faits par intelligence artificielle, les mots-clés, c'est machine learning, support vector machine, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Mais ce qui m'intéresse, c'est de dire que quand on fait substance grise, substance blanche et fonctionnelle, les 10 premiers paramètres qui permettent de faire un bon classificateur, c'est le fonctionnel ici. Par contre, faire la différence entre anoxique et trauma, nos raisonnements cliniques, ils vont dire, ils ont fait beaucoup de mathématiques pour montrer quelque chose que nous savions déjà, mais ça va dans les sens de nos intuitions, c'est-à-dire, par contre, c'est les structures qui est très importante pour dire, ça c'est un trauma, ça c'est un anoxique, et je rejoins tout à fait les questionnements et les perspectives de recherche de l'équipe et de la Pitié, de dire, effectivement, nous avons du trauma, mais on se pose toujours la question de, est-ce que ce trauma, il n'a pas eu de l'anoxie en plus? Est-ce que quand il est sorti, les lésions tertiaires, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais là, il y a des signatures neuronales avec des bons classificateurs qui permettent de dire, ça c'est traumatique, ça c'est anoxique, et c'est effectivement autour de la substance blanche et la substance grise, c'est pas du tout le fonctionnel. Et le classificateur, est-ce qu'on arrive à faire un classificateur de pronostic à 3 mois? Ça marche bien. Donc, je vous incite, voilà. Donc, ça, c'est encore des données non publiées, mais le papier est en cours des soumissions. Et c'est, encore une fois, c'est surtout le fonctionnel qui nous permet de prédire. Donc, je vais conclure bientôt en soulignant donc, un grand potentiel. Moi, je pense que l'IRM fonctionnel a un avenir. Je vais parler de ses limites juste après. Et c'est intéressant, pas uniquement parce que c'est une notion de repos, c'est une notion de tester ces hypothèses qui viennent de la réflexion, comme je vous ai dit, des 15 ans des recherches autour de qu'est-ce qui fait le cerveau au repos, entre guillemets, quand il ne fait rien. Mais c'est aussi l'opportunité de faire de comparer tout ça. L'IRM fonctionnel, on va parler après ma collègue, elle va parler tout à l'heure des paradigmes actifs. Donc on peut faire du passif, actif, c'est ce que nous faisons dans la recherche. Je vous présente une partie de nos recherches, mais ça fait plusieurs années qu'on complexifie, on agrandit nos protocoles, en fait. Donc, on peut tester tout ça ensemble, on peut tester les structures, comme je vous ai montré. Et c'est, à mon avis, ça va rejoindre aussi les échanges de tout à l'heure. Mais avec ça, avec l'IRM fonctionnel, je pense que c'est un moyen limité, certes, mais comme un autre, pour aller savoir ce qui est la résilience, en fait, la plasticité, est-ce qu'à partir d'une certaine lésion, est-ce que je peux récupérer? Et il faut tourner, pour moi qui suis réanimateur, juste la tête vers ce qui est fait dans la neurologie depuis plusieurs années en neuroimagerie, pour savoir qu'on peut faire un AVC dans un endroit et avoir un problème moteur très fort, mais que dans les années, l'IRM fonctionnel, contralatéral, il y a des choses qui augmentent et c'est lié, ça c'est des papiers depuis 15 ans. Donc il faut quand même apprendre ce qui est fait autour et je pense qu'on a une belle complémentarité là-dedans. Donc en soulignant à la fin que c'est accessible et effectivement il n'y a pas de... Il y a de l'innocuité. Une diapo qui me semble importante, qui pourrait effectivement planter des éléments aussi pour les échanges qui auront lieu après, j'ai vu en fin des journées, c'est la notion qu'il y a quand même des limites, en fait. Donc, il y a des limites qui sont propres à la neuroimagerie, je tiens à le dire. Il nous faut du suivi longitudinal. Nous, on fait du 3 mois parce que je suis réanimateur et mes patients,
Je salue mon collègue, le docteur Lange, qui nous accompagne dans cette aventure depuis longtemps, depuis qu'on a commencé. Mais c'est difficile, nous avons perdu de vue. Donc je préfère qu'ils restent plutôt par là, qu'ils partent très très loin et qu'on ne les voit plus. Donc on fait 3 mois, mais effectivement, dans une traumatologie crânienne, je voudrais bien arriver à avoir 1 an. On ne les a pas. C'est très hétérogène. Les raisonnements circulaires, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que nous, on fasse attention à ce que nous récupérons et comment surtout ne pas l'intégrer tant que ce n'est pas validé dans nos pratiques, en fait. Et malheureusement, il y a beaucoup de littérature où ça a été fait, même autour de l'électrophysiologie qu'on a cité tout à l'heure. Il y a plein de facteurs confondants. Je ne connais pas les effets. Quand vous regardez la littérature, il y a des gens on a dit les mouvements sont un problème, et vraiment c'est un problème pour avoir des acquisitions qui puissent être interprétables, mais il y a des équipes qui font des IRM fonctionnels sous anesthésie, hein. Donc nous on ne les fait pas, mais à côté de ça vous avez des publications sur l'effet de l'anesthésie comme un modèle de modification de la conscience. Et après il y a des limites effectivement liées à l'IRM, donc je vais souligner en particulier la réflexion, peut-être la dernière, sur les bénéfices-risques en fait. Nous c'est une filière qui représente une collaboration avec le SAMU, une équipe de réanimation, une équipe bien implantée sur place avec des moyens techniques et humains pour faire l'IRM. Donc c'est toujours un bénéfice-risque en fait, hein. On ne fait pas ça uniquement pour on va dire pour des raisons qui ne sont pas éthiques. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre à chaque fois. Donc en conclusion, moi je pense que, j'espère en tout cas, s'il y a une place pour l'imagerie au sens large, la neuroimagerie d'avenir, c'est dans ça effectivement, c'est de réfléchir ce qui est pour nous l'impact d'une lésion à un moment donné. On a parlé tout à l'heure des taux protéines, des profils inflammatoires, c'est ça l'avenir. On n'est pas tous pareils devant un trauma crânien, d'évaluer sur nos patients de la plasticité et pourquoi pas effectivement avoir des biomarqueurs importants pour évaluer cette entité qui est un peu floue à mon goût, qui est la notion des réserves cognitives, hein, une notion des plasticités, des récupérations, qui est un peu l'espoir pour nos patients. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Stein, c'était une super présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Juste en attendant la question, dans certains de tes papiers, tu avais montré un rôle important de connectivité avec le tronc cérébral. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus ? Parce que c'est vrai que le tronc cérébral est une structure très importante pour l'éveil. Et du coup, c'est vrai que les relations entre les structures sous-corticales, corticales et noyau gris, elle est sûrement importante vis-à-vis de la reprise de conscience. C'est une question très importante, tu as raison. En fait, je vous ai dit à 2 reprises que pour des raisons computationnelles, souvent, et des choix, on s'est retrouvé à prendre certains carrefours, certains péages. Mais effectivement, aller explorer les thalamus et le tronc cérébral, c'est indispensable, en fait. Là, à l'heure actuelle, nous avons des travaux pour faire de l'imagerie en haute résolution sur le tronc, aller regarder effectivement les métabolismes, les noyaux qui sont là. Donc, c'est des pistes, mais c'est difficile de faire l'IRM fonctionnel. Il y a quand même des contraintes méthodologiques sur la taille des voxels. Hein, je vois Lionel qui arrive, il était dans ma thèse des sciences, et il m'a posé la même question que toi. Pourquoi vous n'avez pas descendu un peu plus la boîte, hein, quand vous avez fait les images, et pourquoi vous n'avez pas regardé un peu plus bas? Donc bien sûr, il faut le faire, mais ça va venir, ça va venir.